Imaginez un peu, une tiare si somptueuse que lors de son apparition aux enchères à Genève, même les plus blasés des joailliers ont fait silence. 11 immenses gouttes d'émeraude, chacune taillée en Inde il y a des siècles, suspendues à une armature de diamants si complexe qu'elle aurait pu couronner une impératrice. Ce fut le cas. Du moins, c'est ce que racontent les murmures. Car voilà ce qui rend cette pièce absolument extraordinaire. Ces émeraudes ont peut-être frôlé les épaules de l'impératrice Eugénie de France avant de parer une princesse prussienne. De la chute du Second Empire à l'essor des grandes fortunes industrielles, ce diadème recèle des secrets que même Sotheby's n'a pu totalement confirmer. Aujourd'hui, vous et moi entrons dans cette salle des ventes où les cadeaux deviennent légendaires, où un simple collier peut raconter l'histoire d'une révolution, où un sac à main vaut 1 million de dollars et où le geste le plus puissant n'est pas forcément une bague. Voici les présents de joaillerie les plus extraordinaires jamais vendus chez Sotheby's. Et je vous le promets, ces récits vont totalement bouleverser votre vision de ce que signifie offrir ou conserver un trésor aussi précieux. Avant de commencer, prenez un court instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela fait vivre ces récits. Et croyez-moi, il reste tant de secrets à révéler. La tiare Donnersmarck. Commençons ensemble par ce diadème, celui qui a suspendu le temps. Ce diadème Donnersmarck est apparu chez Sotheby's à Genève en mai 2011. Et sa simple description au catalogue était époustouflante. 11 gouttes d'émeraude de Colombie en poire, pesant plus de 500 carats, chacune percée et polie selon la tradition moghole, il y a des siècles. Ce n'étaient pas des pierres modernes. Anciennes, elles étaient entièrement traversées par un large canal, la marque des artisans indiens des XVIIe et XVIIIe siècles, suspendue à une monture belle époque en diamant, platine et or. La tiare arborait des feuilles de laurier, de délicats festons et de fins brins de muguet. Le laurier n'est pas seulement décoratif, il est symbolique. Il évoque la victoire, la légitimité, l'héritage, prouvant au monde que celle qui le porte dépasse la simple mode. Elle est légitime. Mais qui était-elle vraiment? Ce bijou fut commandé vers 19 cents par le comte Guido Henkel von Donnersmarck pour sa seconde épouse, la princesse Katharina. Et c'est là que l'intrigue s'épaissit. Guido figurait parmi les hommes les plus riches de l'Empire allemand. Ce magnat de la houille et du zinc n'était surpassé en fortune que par la famille Krupp. Sa première époque n'était autre que la Paiva, célèbre courtisane ayant ébloui Paris avec ses diamants jaunes et son escalier de marbre sur les Champs-Élysées. En se remariant, Guido voulait prouver au monde que sa nouvelle princesse ne vivrait jamais dans l'ombre de quiconque. Il commanda alors ce chef-d'œuvre. Quant aux émeraudes, il est allé les chercher dans les vestiges d'un empire déchu. Les recherches de Sotheby's ont mis en lumière une vente de 1872. Non les joyaux de la couronne, mais sa collection personnelle. Cette vente incluait des gouttes d'émeraude. Un exemplaire annoté du catalogue, conservé au Victoria and Albert Museum, révèle l'identité des acheteurs. Une piste plausible, mais loin d'être définitive. La maison Sotheby's pesait prudemment ses mots. La tradition veut que ces émeraudes aient appartenu à l'impératrice Eugénie. Une seule certitude. Ce diadème est apparu chez Sotheby's à Zurich en 1979. Il revenait à Genève en 2011. Et au coup de marteau final, adjugé pour 11,28 millions de francs suisses, environ 12,7 millions de dollars, un record mondial absolu pour un diadème. 6 enchérisseurs se sont affrontés. L'acheteur est resté anonyme. Prenez un instant pour y penser. Un présent destiné à sceller une union, à imposer une nouvelle princesse aux yeux de la haute société, est devenu une simple référence financière publique. Ce théâtre si intime, un époux couronnant son épouse, s'est achevé en statistique. Pourtant, dans cette salle des ventes, l'objet résonnait comme une sentence. Sauf que cette fois, c'est le marché qui l'a prononcé. Le collier en jadéite Hutton Divani. Des émeraudes ayant peut-être vu chuter un empire, passons à un jade qui en fut le témoin direct. Le collier en jadéite Hutton Mdivani est de ces pièces rares, qui nous font comprendre le pouvoir mystique de certaines pierres. 27 perles de jadéite, d'un verre translucide et vibrant, calibrées de 15 à 19 mm de diamètre. Pour que vous compreniez bien, dénicher une seule perle de cette qualité relève du miracle. En réunir 27 parfaitement assorties est tout simplement extraordinaire. Le fermoir, repensé par Cartier en 1934, est une fine barrette d'or jaune, sertie de rubis de taille calibrée, et de diamants baguettes. Ce rouge fut choisi à dessein pour magnifier l'éclat du verre, une leçon d'esthétique que la propriétaire du collier s'est empressée d'adopter. Sa propriétaire ? Barbara Hutton, l'héritière de l'empire Woolworth, celle que la presse surnommait la pauvre petite fille riche. En 1933, son père commande ce collier à Cartier comme cadeau de mariage pour son union avec le prince Alexis Mdivani. Elle avait seulement 21 ans, immensément riche.
et sur le point d'entamer le premier de ses 7 mariages. Elle arbora ce collier au Metropolitan Opera. Elle le porta aussi pour fêter ses 21 ans à New York. Un an plus tard, déjà passionnée par le jade, elle retourne chez Cartier pour réclamer ce nouveau fermoir serti de rubis, censé rendre le verre encore plus profond. Mais voilà ce qui élève cette pièce bien au-delà d'un simple caprice mondain. Les perles elles-mêmes cachent un grand mystère. En 2014, Sotheby's l'admettait. La provenance exacte de ces perles reste totalement indéterminée. Elles circulaient déjà en Europe au début des années 30. Leur création remonte au moins à la fin de la dynastie Qing. Mais d'où venaient-elles? Qui les a possédées en premier? Ou si la cour impériale les a touchées? Tout cela est oublié. Ce que nous savons, c'est leur incroyable voyage à travers le XXe siècle. Le collier fait d'abord sensation chez Sotheby's à Genève en 1988, vendu pour 2 millions de dollars. Il réapparaît en 1994 pour 4 200 000 dollars. Puis en 2014 chez Sotheby's Hong Kong, 7 acheteurs se battent pendant 20 minutes. Le marteau tombe enfin à 214 millions de dollars de Hong Kong, soit environ 27 440 000 dollars américains. Un record mondial absolu pour de la jadéite et pour une création signée Cartier. L'acheteur? La collection Cartier elle-même. La maison jadis payée pour créer ce cadeau de mariage d'une riche héritière dépensait une fortune pour le faire rentrer à la maison, non pas comme une simple parure, mais comme un pan de son histoire. Si le diadème d'Honnersmarck glorifie les mythes de l'aristocratie, le Hutton M. Divani, lui, révèle les zones d'ombre de notre modernité. Un chef-d'œuvre à l'artisanat d'une certitude absolue, mais au passé d'une incertitude totale. Le diamant Krupp. Après les légendes de jadéite et d'émeraude, découvrons un diamant au passé bien plus sombre. Ce diamant Krupp, rebaptisé plus tard le diamant Elizabeth Taylor, est une pierre de taille HR de 33,19 carats, couleur D, pureté V, S1. Les gémologues le classent type 2A, une catégorie rare partagée avec le Koh-i-Noor et le Cullinan 1. En d'autres termes, il est chimiquement pur, presque parfait et absolument spectaculaire. Au milieu du XXe siècle, cette gemme ornait la bague de Vera Krupp, actrice allemande et épouse de l'industriel Alfred Krupp, le patron de la dynastie d'armement, condamné plus tard à Nuremberg pour avoir exploité le travail forcé durant la guerre. En 1959, 3 hommes armés s'introduisent de force dans le ranch de Vera Krupp au Nevada. Ils lui arrachent sauvagement la bague du doigt, jusqu'à faire couler le sang. Le FBI lance une enquête massive, craignant que la pierre ne passe les frontières de l'État. Finalement, ils la retrouvent démontée, cachée dans la doublure d'un manteau dans le New Jersey. Vera s'éteint en 1967. Le 16 mai 1968, le bijou est mis aux enchères chez Park Bernay à New York, une maison de vente qui sera très vite absorbée par Sotheby's. Richard Burton l'acquiert pour un montant situé entre 305 000 et 307 000 dollars, selon les archives que l'on consulte. Quoi qu'il en soit, c'est un prix record pour une bague en diamant. Il l'offre à Elizabeth Taylor sur leur yacht, le Charisma, amarré sur la Tamise. Dans ses mémoires, Taylor évoque avec son humour légendaire cette pierre qui portait encore le nom de marchand d'armes. Cette pierre fascinante s'appelle le diamant Krupp, car elle a appartenu à Vera Krupp, de la célèbre famille de marchands d'armes qui a aidé à massacrer des millions de juifs. Lorsqu'il fut mis aux enchères à la fin des années 60, elle s'est dit à quel point ce serait parfait pour une gentille fille juive comme elle de le posséder. À son doigt, le diamant a cessé d'être un simple trophée industriel. Il est devenu un acte de reconquête, le symbole d'une des plus tumultueuses passions d'Hollywood. Après la mort de Taylor, le joyau est réapparu sur le marché sous son nouveau nom. À la vente de ses bijoux en 2011, il a atteint 8 818 500 dollars, établissant un record mondial par carat pour un diamant incolore aux enchères. L'argent est allé à la fondation d'Elizabeth Taylor contre le sida, une pierre née de la puissance industrielle allemande, marquée par l'oppression nazie, puis sublimée par la passion dévorante de Burton, est devenue pour son ultime chapitre public un cadeau de Taylor à des gens qu'elle ne rencontrerait jamais. La Daytona de Newman. Je sais déjà ce que vous vous dites. Une montre n'est pas un bijou. Mais restez avec moi, car cette histoire est bien plus puissante que de simples diamants. Elle tient en 4 mots, gravés au dos d'une montre. En juin 2023, Sotheby's présente une Rolex Daytona en or blanc, référence 116519, datant de 2006. Les détails techniques sont assez simples. Boîtier en or blanc 18 carats, cadran noir, mouvement calibre 41-30, 40 mm. C'est une montre magnifique, certes, mais ce n'est pas elle qui la rend si extraordinaire. C'est plutôt ce que Joanne Woodward y a fait graver. Conduis très lentement, Joanne. C'était la dernière des 3 Daytona offertes par Woodward à son époux, Paul Newman.
et la seule conçue en métal précieux. Newman avait découvert la course automobile sur le tard, en préparant le film Winning en 1969. Ces Daytona, avec leurs lunettes tachymétriques et leur chronographe robuste, étaient idéales pour mesurer le temps sur circuit. Mais face à la vitesse, Woodward n'était pas aussi sereine. Sur une précédente Daytona, elle avait fait graver « Conduis prudemment, signez-moi ». Pour ce modèle en or blanc, elle choisit des mots bien plus pressants. 5 mots serrés contre son poignet pour lui rappeler de garder les mains sur le volant. Même en poussant sa voiture à l'extrême, c'est un cadeau qui bouscule totalement tous les stéréotypes du luxe. Ce n'est pas « regardez-moi », c'est plutôt « s'il te plaît ». Reviens-moi. Newman portait cette montre le 13 août 2008, lorsqu'à 73 ans, il effectua ses tout derniers tours de piste à Lime Rock Park, dans le Connecticut. Il s'est éteint un mois plus tard. Lorsqu'elle fut mise aux enchères dans le cadre de la collection Johann Woodward et Paul Newman, elle s'est vendue 1 079 500 $. Dans l'univers horloger, vous et moi savons qu'une gravure vaut autant que l'or. La provenance devient de l'ingénierie. L'émotion devient une complication. L'image publique de Newman rimait avec vitesse, endurance et frisson du risque. Ce cadeau, lui, incarne le risque apprivoisé par l'amour. Cela raconte le dévouement silencieux des longues unions, le fait d'aimer un être qui brave le danger, et de chercher comment oser demander, encore et encore, sans gêne. Sous le marteau des enchères, ce dévouement est apparu aux yeux de tous. Le Birkin Hermès original de Jane. Et enfin, nous y voilà. Un simple sac à main, direz-vous, mais pas n'importe lequel. L'accessoire qui a bouleversé l'histoire de la mode avant de la réécrire totalement des décennies plus tard. L'histoire commence à bord d'un vol Air France en 1984. Jane Birkin, la célèbre actrice et chanteuse, voyageait aux côtés du patron d'Hermès, Jean-Louis Dumas, quand ses affaires se sont éparpillées au sol. Elle regrette que le chic sac Kelly soit trop guindé et bien trop petit pour le quotidien d'une jeune maman. Dumas esquisse alors le cabas idéal sur un sac à vomi d'avion, souple mais structuré, assez grand pour des couches et des scénarios, doté de poches et d'un rabat décontracté. Le premier prototype en cuir noir est né pour elle en 1985, avec ses initiales gravées sur le rabat. Loin des modèles d'exception, aujourd'hui jalousement gardés dans des coffres climatisés, le sac de Jane a vécu. Son cuir était patiné, marqué par les épreuves. Elle y avait collé des stickers de Médecins du Monde et de l'UNICEF. Un coupe-ongle en argent pendait à l'anse, par pure commodité. L'intérieur débordait de traces de stylos, de miettes et de partitions de musique. Elle la portait presque chaque jour de 1985 à 1994, bien avant que ce sac ne rime avec liste d'attente interminable et prix inavouable. En 1994, elle lance ce qui deviendra une habitude chez elle. Elle vend l'original aux enchères pour soutenir la lutte contre le sida. Hermès lui en renvoie un. Céder ses Birkins pour défendre les causes qui lui tenaient à cœur est devenu sa tradition. Quand ce premier modèle réapparaît chez Sotheby's Paris en juillet 2025, Jane Birkin nous avait déjà quittés. La maison de vente oublie alors les clichés parfaits et trop lisses. Les médias insistent sur l'état usé, griffé et taché de la pièce, ses détails insolites, les autocollants, le coupe-ongle, ses anses rigides érigées en symbole absolu d'authenticité. Le prix de départ s'élève à 1 million €, battant déjà le record mondial précédent. Après 10 minutes d'une lutte acharnée entre 9 grands collectionneurs, le marteau tombe enfin à 7 millions €. Avec les frais, la somme atteint 8,6 millions d'euros, soit environ 10,1 millions de dollars. L'acquéreur n'est autre que Valuance Japan, une entreprise de Tokyo, qui s'offre ainsi le plus beau trophée de l'histoire de la mode. C'est précisément ce qui rend cette incroyable saga si unique. Tout a commencé loin des bureaux de marketing, par le simple vœu d'une jeune femme active voulant un sac capable de la suivre. Elle a ensuite traité son prototype, non pas comme une relique, mais comme outil du quotidien, puis moyen de récolter des fonds. Sur le marché de l'art, c'était l'apothéose absolue du sac à main. Mais la force symbolique du Birkin vient de ses débuts ancrés dans la vraie vie. Une solution concrète, portée jusqu'à l'usure, avant d'être offerte pour aider les autres. Et nous voici arrivés à la fin de notre voyage, parmi les plus précieux trésors de Sotheby's. Une tiare ayant peut-être couronné une impératrice avant de sublimer une princesse. Un collier de jade aux origines mystérieuses ayant pourtant brisé tous les records. Un diamant lié au sombre profit de l'époque nazie, sauvé par Hollywood, puis voué à la philanthropie. Une montre gravée du tendre appel d'une épouse. Et ce sac légendaire qui refusait d'être un simple objet précieux.
Ce qui me frappe ici, ce n'est pas la fortune en jeu, même si elle donne le tournis. C'est plutôt ce que ces œuvres révèlent sur l'âme humaine, de ceux qui les offrent et de ceux qui les reçoivent. La force d'un cadeau réside dans son éternel voyage. D'abord confidence intime entre deux êtres, le temps finit par en faire un dialogue universel. Et la salle d'enchères est simplement l'arène, où ce dialogue secret devient enfin audible pour tous. Ces pièces ont traversé l'amour, la perte, les révolutions, les peurs et de grands espoirs. Elles ont porté le fardeau des empires comme la douceur des alliances. Et lorsque l'heure de leur mise aux enchères a sonné, elles sont devenues absolument uniques. Preuve que les plus beaux présents ne sont pas forcément les plus impeccables, ce sont parfois ceux qui portent fièrement les cicatrices d'une vie passionnément vécue. Si ce récit vous a touché, dites-moi quel trésor a fait vibrer votre cœur. Le mystère des émeraudes, le retour de ce jade légendaire, ce diamant enfin racheté, cette montre murmurant de revenir, ou ce sac indomptable? Partagez vos pensées en commentaire. Je lirai chaque message avec attention. À très bientôt.